Le couvert teintait doucement contre la porcelaine, et l'odeur de la dinde rôtie se mêlait à celle du pain provenant du sapin dans le coin. Noël au ranch de mon père au Texas ressemblait toujours à une carte postale, des lumières scintillantes sur la véranda, un feu crépitant dans la cheminée en pierre, des verres de vin capturant la lueur. Pour quiconque passait par là, c'était l'image même de la chaleur et de la famille. Pour moi, cela ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce à laquelle je n'avais jamais appartenu. Je n'étais pas rentrée à la maison depuis 7 ans. 7 ans d'appels téléphoniques écourtés, de fêtes passées en silence, et de longues périodes où je me disais que je n'avais pas besoin de revenir. Pourtant, j'étais là, assise à la longue table en acajou, en face de l'homme qui avait défini ma vie de manière que je n'admettais jamais à voix haute. Je m'appelle Anna Williams, j'ai 35 ans. Je suis colonel dans l'armée des États-Unis, et ce soir-là, avec un couteau à la main et une assiette de dinde devant moi, je me sentais plus comme une étrangère que comme une fille. Mon père, Charles Williams, était assis en bout de table, comme toujours. Sa posture était rigide, ses yeux perçants, du genre à faire taire une pièce entière. Mon frère aîné, Stephen, était adossé à sa chaise à côté de lui, arborant la confiance que seuls les hommes élevés pour hériter du pouvoir peuvent porter. J'avais traversé le pays en jeep gouvernemental et l'avais garé plus bas sur la route pour que personne ne la remarque. Je portais un simple pull, un jean et des bottes, sans médaille, sans uniforme, rien qui ne laisse deviner le poids que je portais sur mes épaules. C'était délibéré. Je voulais voir ma famille en tant que moi-même, pas en tant que le grade cousu sur ma poitrine. La conversation tourbillonnait autour de moi, Stephen se vantant de contrats, des cousins cancanant sur qui avait été admis dans quelle université. Mon père hochant la tête avec une approbation mesurée. Je restais silencieuse, répondant quand on me posait une question, mais jamais invitée à partager. J'appuyais doucement ma fourchette dans la purée de pommes de terre, écoutant à moitié, me rappelant à moitié toutes les raisons pour lesquelles j'étais restée éloignée, puis mon père s'éclaircit la gorge, le bavardage s'atténua, il leva son verre, non pour porter un toast, mais pour déclarer, sa voix traversa la chaleur de la pièce comme un vent froid s'infiltrant sous la porte. J'ai pris ma décision, dit-il, en me regardant directement pour la première fois ce soir-là. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise et le domaine appartiendront à Stephen. Anna, tu n'es pas incluse dans le testament? Le silence fut immédiat, étouffant. Je pouvais sentir les regards osciller entre mon père et moi, attendant une explosion, une supplication, n'importe quoi. Au lieu de cela, je baissai les yeux, tranchai la dinde dans mon assiette et portai la bouchée à ma bouche comme si rien n'avait été dit. La viande était tendre, riche en herbes, mais je la goûtais à peine. Je mâchais lentement, délibérément, me tenant ferme. J'avais survécu à des embuscades, des fusillades et des nuits où le ciel brûlait de traçantes. Comparé à cela, c'était juste un autre champ de bataille. Des armes différentes, la même vieille guerre. Personne à cette table ne connaissait la vérité sur qui j'étais. Pas encore. Je ne tressaillis pas ce soir-là à table. Mais à l'intérieur, un souvenir pressait contre mes côtes comme une ecchymose qui ne guérissait jamais. La manière dont les mots de mon père atterrissaient, définitif, absolus, n'était pas nouvelle pour moi, c'était seulement un écho de ceux avec quoi j'avais grandi. Enfin, j'ai appris rapidement où je me situais dans le monde de mon père. Stephen et Michael, mes frères, étaient élevés comme des princes. Les samedis matins, ils enfilaient de petits costumes et le suivaient au bureau de l'entreprise, où ils se penchaient, posant une main lourde sur leurs épaules, et leur parlaient comme s'ils portaient déjà l'avenir. Je me souviens de les regarder sortir par la porte d'entrée, leurs chaussures cirées claquant sur la véranda, tandis qu'on me tendait un tablier et qu'on me disait d'aider ma mère à pétrir le pain ou à mettre la table. Il n'y avait pas de malice dans les yeux de ma mère, juste de la résignation. Elle avait été élevée dans le silence, et le silence était ce qu'elle me transmettait. « Aide-moi avec les biscuits. »« Anna » murmurait-elle, pendant que les hommes discutaient, contrats et marchaient autour de cigares dans le bureau. C'était comme si mon père avait tracé une ligne invisible à travers la maison. Les opportunités d'un côté, les attentes de l'autre. Quand j'avais 17 ans, je lui ai parlé de West Point. Ma voix tremblait, mais ma poitrine se gonflait d'espoir. Mon conseiller d'orientation avait dit que j'avais les notes, la discipline, le leadership. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il me verrait différemment si je portais cet uniforme gris de cadet. Il n'hésita pas. Les femmes n'ont pas leur place sur le champ de bataille. Il posa son ton si factuel
que cela ressemblait à une écriture sainte. Tu te marieras et tu auras des enfants. C'est la vie dont tu as besoin, pas de chasser les fusils et les médailles. J'ai essayé d'argumenter, mais les mots se rétrécirent dans ma gorge sous son regard. Cette nuit-là, longtemps après que la maison fut silencieuse, j'ai fait une vieille valise. La poignée était effilochée, la fermeture éclair coincée, mais elle contenait les seuls vêtements que je possédais. Je me souviens de la lumière de la véranda brûlant au-dessus de moi, tandis que je la traînais sur le gravier, chaque pas plus lourd que le précédent. Personne ne m'a suivi dehors, pas ma mère, pas mes frères, et certainement pas mon père. C'était la nuit où j'ai compris ce que cela signifiait d'être effacé par sa propre famille. C'était la première fois que je me suis juré que si j'allais jamais être vue, ce serait à mes propres conditions. Partir de la maison avec cette vieille valise était le début. Mais West Point était l'endroit où j'ai appris ce que cela signifiait vraiment d'être testé. Dès l'instant où j'ai posé le pied sur le campus, je pouvais sentir le doute dans l'air. Ce n'était pas dit ouvertement, mais cela persistait dans les regards des élèves plus âgés et les murmures sous leur souffle. Elle ne tiendra pas. Il n'avait pas entièrement tort. Les premiers mois m'ont presque brisé. Mes paumes saignaient des montées à la corde, la peau se déchirant alors que je refusais de lâcher prise. Mes poumons brûlaient pendant les courses de minuit, en montant des collines gelées, les bottes martelant le gravier. Chaque pas une bataille avec mon propre corps. L'uniforme était raide sur mes épaules, mais il portait un poids plus lourd que le tissu. Il portait le besoin de prouver que j'appartenais, non seulement à eux, mais à moi-même. J'ai appris à rester silencieuse quand ils riaient de moi dans la salle à manger, à redresser ma colonne vertébrale quand ils se demandaient si je pouvais suivre. Et lentement, centimètre par centimètre, j'ai fait plus que suivre. J'ai mené, j'ai gagné le respect non par des discours, mais par la sueur sur le terrain d'entraînement et les ecchymoses qui fleurissaient en violet sur mes tibias. Au moment de ma remise de diplôme, je n'étais plus la fille traînant une valise dans la nuit, j'étais une officier jurée de servir. Le déploiement a dépouillé toutes les illusions que je conservais encore sur le monde. Le désert n'était pas une salle de classe, c'était un creuset de poussière, de feu et de peur. Les nuits se fondaient dans les jours, et le bruit des hélicoptères cognant contre l'horizon devenait le rythme de mon existence. C'est là que j'ai rencontré le sergent Miller. Il était plus âgé que moi, un homme aux yeux fatigués qui parvenait encore à rire autour des feux de camp. Il est devenu le frère que je n'avais jamais vraiment eu. Stable, franc et inébranlable. Nous avons traversé des fusillades ensemble, partagé des rations quand les provisions venaient à manquer, et parlé de la maison en murmure qui nous portait à travers les pires nuits. Mais la guerre se fiche des liens. Lors d'un raid pour secourir des civils retenus en otage, tout s'est effondré en quelques secondes. Les tirs ont éclaté, le chaos déchirant l'air. Je me souviens du craquement assourdissant, du flou de la fumée, et puis Miller me poussant violemment contre un mur. Son corps a pris les balles destinées au mien. Il est tombé à mes pieds, le sang imbibant le sable. Je l'ai porté hors de ce bâtiment, mais je savais déjà que je ne pouvais pas porter le vide qu'il laissait derrière lui. Cette perte a vécu en moi depuis, non comme une faiblesse, mais comme la raison pour laquelle je combats plus fort. Je mène plus vivement et je ne gaspille jamais un souffle. Certaines cicatrices ne s'effacent jamais, certaines deviennent la carte que l'on suit pour avancer. Après la mort de Miller, je portais plus que mon équipement quand je rentrais à la maison. Je portais le silence de ceux qui n'étaient jamais revenus. L'armée m'avait donné un but, m'avait forgé dans le feu, mais passer du désert à la vie civile ressemblait à marcher sur un sol étranger. Je pensais que peut-être, juste peut-être, la maison semblerait différente après toutes ces années. J'ai conduit une vieille Jeep de l'armée à travers les plaines plates du Texas, son moteur claquant à chaque kilomètre. La poussière traînait derrière moi de la même manière que les souvenirs, jamais tout à fait secoués. Quand je suis arrivée au ranch de mon père, je n'ai pas porté mon uniforme. J'ai laissé les rubans, les médailles, les bottes cirées verrouillées. Au lieu de cela, je portais un simple pull, un jean et des bottes en cuir usé, des vêtements qui ne trahiraient pas le grade cousu à mon nom. Je ne voulais pas qu'ils voient un colonel. Je voulais voir s'ils pouvaient encore voir leur fille, leur sœur, leur sang. À l'intérieur, la maison sentait la même chose, bois de cèdre et épices. Mais l'air était lourd. Autour de la table à manger, les rires montaient et descendaient comme une marée dans laquelle je ne pouvais pas entrer. La voix de Stephen portait par-dessus celle des autres. Il se vantait de l'expansion de l'entreprise, de nouveaux marchés volés qui faisaient rayonner mon père de fierté. Les autres se penchaient,
hochant la tête, levant des verres de vin en admiration. Je m'asseyais près du bout de la table, inaperçu comme un placeholder dans un cadre photo. Pour eux, je n'étais pas quelqu'un avec des histoires dignes d'être entendues. J'étais la fille qui avait disparu dans l'armée, gaspillant des années dans des déserts à l'autre bout du monde. Ils appelaient cela du service avec un sourire poli, mais leurs yeux disaient « échec ». Puis Émilie parla, ma nièce, 13 ans, aux yeux écarquillés, agitée sur sa chaise, remarqua la simple bague que je portais encore à la main. « Tante Anna », demanda-t-elle doucement, « où as-tu eu ça? Ça ne ressemble pas aux bagues de maman ?» Sa curiosité traversa la pièce plus fort que n'importe quel toast. Pendant un moment, tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis leur poids, lourd et expectant. Mais je ne fis que lui sourire et secouer doucement la tête. « C'est juste un rappel, dis-je, rien de plus. » Les yeux d'Émilie s'attardèrent sur moi, cherchant, essayant de reconstituer une histoire que personne d'autre à la table ne se souciait de demander. Mais le moment passa. La conversation dévia de nouveau vers les profits, les promotions et les possessions, et je restais là, silencieuse, le bourdonnement des voix autour de moi, comme de la statique. La maison où j'avais grandi n'avait jamais semblé si bondée. Pourtant, je ne m'étais jamais sentie plus seule. La conversation continuait, se tissant autour de moi comme de la fumée que je ne pouvais pas respirer. Je restais dans mon silence, laissant leur voix me submerger, me stabilisant comme je le faisais avant une mission, respiration lente, yeux fixés devant, attendant. Je pensais pouvoir survivre à la soirée en l'endurant simplement, mais mon père avait d'autres plans. Il leva son verre, le son de celui-ci tapotant contre le bord en argent coupa court au bavardage. Tout le monde se tourna vers lui de la même manière que les soldats se mettent au garde-à-vous quand un commandant s'éclaircit la gorge. Sa présence avait toujours suffi à commander une pièce, même maintenant, à la fin de la soixantaine. Le poids de sa voix était comme du fer. « J'ai pris une décision », dit-il, son regard balayant la table avant de s'arrêter sur moi. Son ton était calme, presque décontracté, comme si ce qu'il allait dire n'était rien de plus qu'une affaire. Steven héritera de l'entreprise, du domaine, des actifs, de tout. Il est l'avenir de cette famille. Anne. Il fit une pause, non pour reconsidérer, mais pour aiguiser la lame. Tu as choisi le mauvais chemin, et à cause de cela, tu ne recevras rien. Les mots atterrirent comme un marteau. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea, puis Steven s'adossa à sa chaise, un sourire tirant ses lèvres. Le genre de sourire qui vient quand le résultat a toujours été certain. Autour de lui, oncle et cousins hochèrent la tête en approbation. Certains levaient même leur verre en accord, comme s'ils avaient attendu ce verdict depuis longtemps. Ma mère baissa les yeux vers son assiette. Elle s'occupa les mains avec le bord de sa serviette, tordant le tissu comme s'il pouvait cacher sa honte. Elle ne me regarda pas. Elle ne le faisait jamais quand cela comptait le plus. Je sentis leur jugement se rassembler comme une marée. La fille qui s'était égarée trop loin, qui avait donné ses années à l'armée au lieu du nom de famille. À leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'une branche mal placée sur un arbre qu'ils avaient déjà décidé comment tailler, mais je ne tressaillis pas. Mes doigts reposaient légèrement contre le manche de mon couteau. Stables. Inébranlable. Je tranchai la dinde dans mon assiette, portai une bouchée à ma bouche et mâchai lentement. Pas un mot, pas une protestation, pas même le scintillement de colère qu'ils auraient pu attendre. Le silence qui suivit n'était pas le mien. Il leur appartenait. Le poids de leur propre malaise pressant, remplissant la pièce jusqu'à ce que personne ne puisse respirer facilement. Et je restais là, calme dans la tempête, retenant une vérité qu'aucun d'eux n'était prêt à entendre. Le poids des mots de mon père persistait encore dans l'air quand le silence se brisa, non par moi, mais par le grattement d'une chaise sur le sol. Richard, l'un des plus vieux amis de mon père, se leva lentement. C'était un homme aux épaules larges, sa posture portant encore la discipline d'une vie entière dans la marine. Je me souviens de lui des dîners d'enfance, l'homme qui me jetait un bonbon au beurre quand personne ne regardait. « Charles, » dit-il, sa voix calme mais tranchant l'air lourd, « avant que tu ne célèbres l'héritage de ton fils, il y a quelque chose que toi et tout le monde ici devriez voir. » Il sortit son téléphone de sa poche, tapa sur l'écran et augmenta le volume. Le jingle reconnaissable de la diffusion en direct de CNN remplit la pièce, tranchant contre le tintement discret des couverts. Les visages se tournèrent vers lui tandis qu'il le tenait haut, la lueur de l'écran illuminant la pièce comme un projecteur. Dessus, un reporter se tenait devant le Pentagone, la bannière en bas indiquant « Breaking News ».
Le colonel Anna Williams de l'armée des États-Unis reçoit la médaille d'honneur. Les mots semblaient irréels. Même pour moi. Je n'avais pas voulu que cette nuit appartienne à cette partie de moi, mais Richard avait arraché le voile. La diffusion continua, mon nom prononcé clairement. Les images de la cérémonie plus tôt cette semaine. Un général saluant, le secrétaire à la défense épinglant la médaille sur mon uniforme. Tout était là, indéniable, inébranlable. La pièce tomba dans un silence absolu. Le sourire suffisant de Stephen s'effondra en quelque chose de rouge et tendu, comme si l'air avait été arraché de sa poitrine. La serviette de ma mère glissa de ses mains, des larmes bordant ses yeux tandis que ses lèvres tremblaient. Mon père, rigide, inflexible. Charles Williams, polite. Sa mâchoire serrée mais impuissante à former des mots. Et puis vint la voix d'Émilie, haute et claire, non filtrée par la prétention. Tante Anna, halta-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. Tu es une héroïne. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers moi. Pour la première fois ce soir-là, je levai la tête et les rencontrai sans tressaillir. Ma voix était calme, stable, mais elle porta à travers la table comme un coup. Je n'ai fait que mon devoir, dis-je. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent d'émerveillement. Les autres restèrent stupéfaits, leur certitude s'effondrant. En cet instant, le pouvoir dans la pièce changea. Il ne résidait plus avec l'homme en bout de table. Il résidait avec moi, la fille qu'ils avaient écartée, la soldate qu'ils avaient effacée, la femme qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La pièce était encore sous le choc quand mon père se leva abruptement, sa chaise grattant durement contre le plancher en bois. Il ne parla pas aux autres, ne leva plus son verre, ne regarda même pas Stephen, ses yeux fixés seulement sur moi, sans un mot. Il se tourna et marcha vers le couloir, ses pas irréguliers, ses épaules plus tendues que je ne les avais jamais vues. Puis il s'arrêta, jeta un regard en arrière une seule fois et me fit signe de le suivre. Je me levai lentement, les autres s'écartèrent en silence, leurs bravates dépouillées. Je le suivis dans son bureau, la même pièce où j'étais interdite d'entrer enfant. La pièce où les affaires et l'héritage étaient décidés derrière des portes closes. La lourde porte en chêne se ferma derrière nous et soudain, ce n'était plus que nous deux. Pour la première fois de ma vie, mon père ne semblait pas plus grand que les murs autour de lui. Sa voix, autrefois de fer et de commandement, trembla quand il parla. « J'avais tort, dit-il, presque un murmure. Que Dieu me vienne en aide. J'étais aveugle. Je pensais que je te protégeais. Je me tenais en face de lui, la distance entre nous semblant plus large que les années que nous avions perdues. Ma gorge se serra, mais ma voix resta stable. Me protéger, demandai-je. En me niant, en me transformant en fantôme à ta table. Tu ne m'as pas protégé, père. Tu m'as effacé. Ses mains tremblèrent, tandis qu'il atteignait le bord de son bureau. Puis le cadre qui s'y trouvait. C'était une photographie. Moi au lycée, cheveux attachés en arrière. Un sourire timide figé dans le temps. Il la serra comme si le verre pouvait se briser. Je me disais que le monde te briserait, murmura-t-il, des larmes glissant le long des lignes sévères de son visage. Je n'ai jamais cru que tu pouvais y résister plus forte que moi. La vue de lui, Charles Williams, le patriarche inébranlable, réduit à un homme tremblant devant sa fille, était quelque chose que je n'aurais jamais pensé vivre. Pendant des années, j'avais imaginé lui crier dessus, lui prouver qu'il avait tort, le forcer à me reconnaître. Mais maintenant, debout dans ce bureau sombre, je réalisais que je n'avais pas besoin de son argent, de son domaine ou même de son approbation. Je n'ai pas besoin de ton entreprise ou de ton héritage, dis-je, rencontrant son regard sans tressaillir. J'avais juste besoin que tu me voies. Et enfin, tu le fais. Pour la première fois, il pleura ouvertement, ses épaules s'affaissant, sa main serrant la photo comme une bouée de sauvetage. Et pour la première fois, je ne me sentis pas petite en sa présence. Quand nous retournâmes dans la salle à manger, l'air avait changé. Le poids de l'orgueil et de l'arrogance qui remplissaient autrefois la table s'était aminci, laissant derrière quelque chose de brut, d'inquiet, presque révérend. Mon père ne reprit pas sa place en bout de table. Il resta debout, silencieux, les yeux baissés d'une manière qui déstabilisait tous ceux qui l'avaient connu comme inébranlable. Je retournai à ma chaise. Mais cette fois, je n'étais pas invisible. La conversation ne reprit pas immédiatement. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Les verres restèrent intacts. Pour la première fois en des années, leurs yeux étaient sur moi, non avec dédain, mais avec la lourde réalisation de ce qu'ils avaient manqué de voir.
Émilie glissa du côté de sa mère et vint s'asseoir à côté de moi. Sa petite main effleura la mienne, ses yeux écarquillés, vivants d'une étincelle que je reconnaissais. Curiosité mêlée à courage. Elle leva les yeux vers moi, sa voix stable mais débordante d'émerveillement. Un jour, dit-elle presque en murmurant, je veux porter l'uniforme aussi. Comme toi, ces mots frappèrent plus profondément que n'importe quelle médaille ou cérémonie n'aurait pu le faire. Je serrai sa main doucement, mon cœur gonflant d'une fierté tranquille que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis des années. Richard, toujours debout au bout de la table, s'éclaircit la gorge. Son regard balaya la pièce, stable et perçant, avant de se poser sur mon père. L'héritage, dit-il, sa voix mesurée, n'est pas écrit dans des registres ou caché dans des coffres. Il est porté dans le courage, dans l'honneur, dans les choix que nous faisons quand personne ne croit en nous. C'est cela qui dure. La pièce retomba dans le silence. Mais cette fois, le silence n'était pas oppressant. C'était une reconnaissance, un changement, quelque chose d'ancien se fissurant, quelque chose de nouveau prenant racine. Je me tournai vers Émilie et lui offris un petit sourire, un qui portait à la fois réconfort et défi. Elle soutint mon regard, ses épaules se redressant légèrement, comme si elle comprenait plus que ces années ne le permettraient. Alors que la soirée s'estompait, je sentis le poids se lever, non parce que j'avais réclamé ce que mon père m'avait nié, mais parce que je n'en avais plus besoin. Il y a des choses que les parents ne transmettent jamais, des choses qu'aucun héritage ne peut acheter. On se bat pour elles, on les gagne, on les porte seules, jusqu'à ce qu'elles soient à soi. Et quand on se tient enfin dans cette vérité, on réalise que la valeur ne se mesure pas en argent, mais dans les routes que l'on a osé emprunter, même quand le monde tournait le dos. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos pensées. Comment vous a-t-elle fait sentir? Partagez vos sentiments dans les commentaires et dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Votre voix nous aide à construire une communauté qui s'étend au-delà de toutes les frontières. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner à Rêve de Vengeance pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait rester avec vous pour toujours.